Merci, merci. Comment ça va pour le son? Est-ce que j'ai besoin du micro ou ça va? Ça va? L'acoustique est bonne? Ok. Alors, non? Ok. Parfait. Merci d'être là. Je suis content d'être à Liège pour la troisième fois que je viens à Liège. Est-ce que quelqu'un ici en fait n'a jamais entendu parler de ce que je parle, de ce dont je parle, n'a aucune idée de ce dont on va parler ce soir? Personne. D'accord. Non, parce qu'en fait, ce qui est rigolo, c'est que, bon, c'est bien, je vais essayer de parler de choses un petit peu différentes que d'habitude. D'ailleurs, je n'ai pas de conférence, c'est très bien, si je ne tombe pas. C'est rigolo parce qu'en fait, lorsque je suis amené, comme dans la vie, à des dîners ou lorsqu'on rencontre des gens dans un dîner, ça m'est arrivé encore récemment au Sénégal où des amis me disent: ah bah écoute, puisque tu es en visite, viens, on va aller dîner, on est invité chez des amis, donc chez des expats qui habitaient à Dakar. Et dans ces situations-là, vous savez comment c'est, en Occident, on demande toujours aux gens: qu'est-ce que vous faites? C'est un truc très particulier dans nos cultures occidentales, on ne dit pas qui t'es ou sur quoi tu crois, etc. C'est qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que tu fais dans la vie est déterminant de te placer dans tout. Et bon, maintenant, évidemment, je ne suis plus cadre sup dans des multinationales, etc. Donc, ça fait depuis quelques années. Je dis, bon, je suis écrivain, parce que les livres marchent bien, ça marche dans plein de pays, donc je peux officiellement dire que je suis écrivain. Je peux officiellement dire que c'est mon métier. Mais forcément, les gens disent: ah, tu écris quoi? Et c'est là où généralement mon épouse me donne un coup de pied ou un coup de coude en disant. Et je lui dis, je parle un peu de l'avenir, de comment ça va aller. Et les gens me disent: ah oui, c'est intéressant, ces trucs d'économie aussi, mais enfin bon. Et bon, maintenant, quand les gens me demandent sur quoi tu écris, moi je dis: j'explique pourquoi tu vas être mort dans 5 ans. Et ce qui fait que ça plombe généralement les soirées, mon épouse le soir me dit: tu fais chier, tu pourrais quand même dire que tu as un autre métier, je sais pas, moi, tu sors de prison, tu es danseur nu dans une boîte homosexuelle, ou banquier, enfin, je sais pas, n'importe quoi, mais arrête de dire que tu es écrivain. Alors maintenant, j'essaie d'expliquer, j'essaie d'être direct, en gros, oui, vous allez tous crever. Et je dis: mais rassurez-vous, on va tous crever de toute façon, donc on essaye d'avoir un peu d'humour dans l'approche de ces problématiques. Et donc, puisque vous connaissez un petit peu ce dont je parle, vous savez que ce n'est pas des sujets faciles, parce qu'on touche à des émotions fondamentales, mais en même temps, corrigez-moi si je me trompe, mais lorsqu'on regarde autour de nous, lorsqu'on regarde depuis maintenant, bientôt, ça va faire bientôt, c'est 4 ans que mon livre est sorti, mon premier livre est sorti, je me trompe ou on commence à voir des trucs que j'ai prévus qui commencent à arriver? Pas mal. Bon. La Libye, la Syrie, la crise économique de plus en plus. Alors évidemment, pour ça, il ne faut pas regarder la télévision officielle, il ne faut pas regarder TF1, on doit bien se rendre compte que tout ne va pas bien, parce que si on regardait uniquement CNN et la télé, on croirait qu'on est en croissance, on se croirait dans une période de stabilité et de paix incroyable, et que tout va bien. Donc certainement, il faut regarder au-delà des chiffres et des médias officiels. Et donc, ce que je voulais un petit peu parler avec vous ce soir, c'est, puisque vous savez de ce dont je parle, on va gagner à 4 heures, c'est un petit peu les risques financiers et sociaux. C'est vrai que dans les livres, j'en parle un peu, j'en amène une ébauche de raisonnement par rapport à comment est-ce qu'on peut se protéger en fonction de nos moyens, de ce qui va arriver. Et c'est vrai que le concept de base autonome durable, en réalité, c'est un concept d'autonomie. On va travailler notre autonomie, on va travailler notre résilience, on va travailler par ces 7 points, l'eau, la nourriture, l'hygiène, la santé, donc l'énergie, la connaissance, la défense et le lien social, de quoi nous renforcer, devenir résilients. Et ça, quels que soient les problèmes d'avenir, je pense que vous le comprenez maintenant, après 4 ans où je fais des conférences, où j'écris des livres là-dessus et que je fais le pitch sur YouTube avec une vidéo, que la convergence des problèmes auxquels on fait face ne va peut-être pas tout arriver en même temps, ne va pas tout se réaliser, se cristalliser systématiquement en même temps, mais enfin, d'un côté on est nombreux, d'un côté on a des ressources qui se tarissent, d'un côté on vit dans la religion de la croissance et de la surconsommation individualiste,
D'un côté, on a comme résultat une pollution, une destruction des environnements et des niches écologiques qui amènent des effondrements en chaîne de ces niches écologiques qui tôt ou tard nous impactent, avec des problèmes déjà maintenant de santé partout dans le monde, mais de plus en plus là où on habite, ce qui nous concerne, d'un système financier dont on parlera un petit peu plus en détail parce qu'il se passe des choses intéressantes en ce moment, qui est de plus en plus basé sur de l'incantation magique, sur de la création de dettes, on le sait, sur de l'invocation magique, c'est-à-dire qu'on croit à des chiffres qu'on a bidonnés nous-mêmes, puis une fois qu'on les a bidonnés, qu'on les a sortis, ah mais non, mais tout va bien, on a 1% de croissance, alors qu'on a 4% de croissance de la dette par année, alors que l'on a 2% d'immigration supplémentaire par année, donc c'est pas avec le 1% de croissance qu'on va faire quoi que ce soit, et bien on est auto-convaincu que, ah oui, mais 1% c'est bien, regardez, j'ai fait des bons résultats, votez pour moi, machin. Non. Ça aussi, c'est un problème mental, et c'est vraiment un problème psychologique, c'est même psychiatrique, qui converge. Et tous ces éléments sont en train de converger dans un espace-temps qui se réduit. Parce que de plus en plus, on commence à nous dire, ah oui, mais le pic de pétrole, on l'a atteint. C'était 2006, 2008 pour le conventionnel, et puis là, on est à peu près certain que c'est 2015 du non conventionnel. Donc là, cette année, on rentre, du point de vue énergie, dans l'inconnu. C'est-à-dire que on aura moins d'énergie disponible maintenant, à partir de maintenant. C'est pas dans 10 ans, c'est maintenant. Et quand j'ai commencé à réfléchir à cette problématique en 2005, on n'était pas trop sûr, parce que certains nous disaient, oui, mais c'est vrai qu'avec les pétroles, ou les énergies, si on va au-delà du pétrole, on va dire non conventionnelles, oui, elles coûteront plus cher, mais on va pouvoir commencer à les exploiter. Là, on se rend compte que ça n'a plus rien à voir avec le prix. Les prix sont manipulés par les marchés, sont manipulés par la géopolitique et les décisions du moment. Là, on voit que le prix du pétrole est bas, alors qu'on commence à en découvrir de moins en moins, largement, mais surtout qu'on en produit de moins en moins, même y compris dans ce qui nous avait promis étant des ressources infinies de pétrole de schiste, alors que la réalité, elle est évidemment tout autre. On n'exploite que 1%, 2% des réserves possibles, parce que c'est trop compliqué d'aller chercher c'est pas une question de prix, c'est une question de complexité, de coût énergétique. Bon. Est-ce que ça va être ça ce qui va nous causer des problèmes lourds? Probablement. Mais est-ce que ce sera plutôt l'effondrement de la Grèce dont j'ai envie de vous parler un petit peu tout à l'heure? Est-ce que ça va être justement les problèmes de santé? Est-ce que c'est les problèmes agricoles qui s'étendent à travers le monde et qui font que de plus en plus de pays sont déjà en train de s'effondrer les uns après les autres? Pas que la Grèce, le Portugal ou l'Italie. Il y a de plus en plus, plus loin, les migrants qui débarquent, les migrants, il faut arrêter de dire migrants, ce sont des clandestins, les mecs qui débarquent dans les bateaux à 3000 ou 5000 par jour, dans le sud de l'Italie, et je reviens d'Italie puisque mon livre marche assez bien en Italie, ce qu'on sent dans la rue en Italie, c'est vraiment c'est au-delà de l'angoisse, c'est qu'ils sont en train de se préparer, pas parce qu'ils ont lu mes livres, mais c'est parce que la réalité du monde est en train de leur mordre les fesses dès maintenant, sous forme de hordes de gens qui débarquent, les pauvres, hein, moi je les comprends, mais la raison pour laquelle ils quittent ces pays, c'est parce qu'ils croient qu'ils vont trouver l'Eldorado ici, et parce que aussi ils viennent des pays où, en plus ils se sont fait encastrer par des mafias dans ce processus de migration, mafias de chez eux et de chez nous, mais aussi du désespoir, de la destruction de leur environnement, pour plein de raisons. Et est-ce que c'est ça qui va faire le tilt? Est-ce que c'est ça qui va nous plonger dans des gros problèmes? Ou alors, est-ce que c'est finalement l'immense échec des politiques sociales dans le monde européen, où à force de payer une partie de la population à problème avec l'argent des gens productifs, est-ce que finalement on n'arrive pas à un système de faillite? Évidemment. Ça a toujours été comme ça, de l'Union soviétique à l'Albanie. Il n'y a pas de raison que ça ne fonctionne pas, que ce ne soit pas aussi la faillite en France ou en Belgique ou à Liège. Je sais qu'ici vous êtes dans un mouvement d'extrême droite, ici, je crois. C'est ce qu'on m'a dit. Donc ça ne marche pas, évidemment. Vous savez, les nazis, national-socialistes, longue histoire. Mais on ne sait pas d'où va venir le problème. Mais ce que l'on sait, c'est qu'on se fragilise chaque jour un peu plus. Parce qu'en plus, on est dans une course folle vers l'individualisme, le consumérisme, et que ce qui nous intéresse les gens, c'est comment je vais dépenser mes sous pour sortir samedi soir, avoir tout de suite, assouvir mes désirs, et comme dit un très grand écrivain et penseur français, Pierre Hillard, de plus en plus, nous ne sommes que des tubes digestifs avec un sexe. En gros, ça se résume à ça. Et c'est ce qu'on veut que l'on soit, puisque c'est
quelque chose de simple à gérer. On n'a plus besoin d'être très complexe dans la gestion des esclaves dans cette situation-là, puisque ce sont des esclaves volontaires. Donc, dans ces situations, il y a des gens, j'espère que c'est votre cas, on prend conscience, on se dit, quoi qu'il arrive, c'est pas un monde dans lequel il est agréable de vivre, quand bien même il pouvait continuer à l'infini, et on sait que c'est pas possible, puisque dans un monde de croissance, enfin dans un monde fini, limité, on ne peut pas avoir de croissance infinie, et là on arrive, on est en train de se heurter aux limites. Mais on peut imaginer que peut-être, moi je ne vois pas, ça peut être des extraterrestres qui nous amènent des solutions, tout d'un coup il y a un pétrolier stellaire qui débarque en disant ah ouais, finalement on a décidé de vous donner du pétrole parce que visiblement vous en avez besoin. Moi je ne crois pas aux solutions miracles. Ça fait 30 ans que j'entends parler de la fusion, ça fait des années que j'entends parler d'énergie libre, c'est des conneries. Après il y a le complot, ah ouais mais en fait il y a des mecs qui ont développé des trucs, ça a été racheté par les pétroliers, ça a été caché, etc. Je dis, mais tu ne te rends pas compte du niveau de concurrence qu'il y a dans le monde des entreprises. Le jour où il y a quelqu'un qui a une solution efficace qui peut amener à un niveau de performance supérieur dans une industrie de plusieurs milliers de milliards de dollars chaque année, tu crois qu'ils vont la cacher? Mais non. Non, c'est qu'il n'y a pas l'entropie. Le pétrole, c'est une énergie incroyablement simple, facile à utiliser. N'importe quel idiot est capable de remplir sa voiture avec du pétrole, c'est très simple relativement par rapport à d'autres énergies à raffiner, à packager, à distribuer, à utiliser. C'était le joker qu'on a eu dans l'histoire de l'humanité pour réussir à aller conquérir l'espace, l'univers. Non, on l'a raté, maintenant on va revenir à des choses plus simples. Prochaine étape de l'évolution dans quelques millions d'années, on verra. Mais pour l'instant, voilà, on va aller vers un monde qui est différent. Alors, très concrètement, parce que ça, c'est fun lorsqu'on parle d'intellectualisme, puis ça permet d'exploser. Moi, ce que j'adore, c'est dans les soirées. Là aussi, ma femme était arrête, c'est ça. D'ailleurs, j'ai arrêté. Lorsque vous êtes en soirée mondaine, ça arrive, une fois on est invité, puis on rencontre des gens. Alors les gens, ils arrivent, alors il y a les objections. Il y a des gens qui sont mal, oui, mais le pétrole, machin, on nous a tous dit ça depuis 200 ans, etc. Bon. Pour ceux qui ont lu mon livre, vous savez comment en 5 minutes, les gens, ils pleurent. Les gens ils pleurent, puis alors soit ils sont dans le déni, soit ils sont dans la colère, genre ouais je voulais pas savoir ces infos, laisse-moi vivre comme je veux, j'ai pas envie de savoir ce qui se passe, tout ça ça m'angoisse, etc. Ben oui, ça angoisse, c'est sûr, moi j'ai mis 10 ans pour ordonner ça dans ma petite tête, pour pas déprimer, pour passer dans les fameuses phases du Kubler-Ross, on est d'abord dans le déni, c'est quoi ensuite? Déni, colère, négociation, des primes, acceptation, c'est ça, il y en a 5 ouais, c'est ça, ou à peu près dans cet ordre-là. Peut-être. C'est quelque chose que j'ai vécu en 2005. Et j'ai toujours ma femme, c'est pour ça que je me suis marié, parce que j'avais besoin d'un truc stable. Pour moi, c'est un compliment. Et bref, puis les enfants, ça donne aussi une vision d'avenir. On se dit, bon, maintenant, il faut bosser, parce que juste aller faire la fête avec des SK, ça va un moment, mais... Et on a le droit à ce qui paraît. Le mec, il n'a rien eu, c'est bon. Donc on a le droit d'aider la Saumur, c'est à Lille, c'est pas loin. Visiblement, vous pouvez y aller, c'est bon, tranquille. Surtout si c'est quelqu'un d'autre qui paye. Alors, qu'est-ce qui est en train de se passer aujourd'hui qui est très intéressant par rapport à la finance? Moi, je voulais vous parler un petit peu de comment on pose la question, ok, tout ça c'est en train d'arriver, je me prépare, mais d'un côté, il y a les gens qui disent, bon, j'ai moins 1000 sur mon compte en banque. À l'autre extrême, c'est pas l'autre extrême, mais au bout de l'autre extrême, j'ai des gens que je connais, des clients que j'aide de temps en temps à réorganiser un petit peu leur structuration de leur stratégie, qui me disent, bon ben voilà, alors et d'ailleurs c'est marrant, ils ont du sens de l'humour par rapport à ça, ils commencent à comprendre. Ils me disent, bon ben voilà, ma fortune c'est 1,4 milliard. Comment je vais gérer dans ton scénario mais 1,4 milliard? Ben, je dis, bah tu vas aller là. Tu veux faire quoi avec tes 1,4 milliards? Tu veux acheter 15 châteaux, dans chacun tu vas mettre 4 tonnes d'or, et tu ne vas pas pouvoir les protéger, tu ne vas pas pouvoir y être, donc en gros tu vas acheter des châteaux pour des autres. Ah ouais c'est vrai. Donc une tonne d'or ça représente 100 millions d'euros à peu près, sauf erreur, bon je ne sais plus, mais à peu près par là. Bon, une tonne ça ne se transporte même pas dans une fourgonnette, il en faut 4 de fourgonnettes, parce que c'est tellement dense. Donc, voilà.
On va oublier le problème des gens qui ont au-delà de 100 millions d'euros, on va dire. On va revenir sur entre quelques millions d'euros, et j'imagine c'est à peu près et les moins 1000. Bon. Pourquoi on va parler de ça? Il se passe quelque chose d'assez intéressant aujourd'hui, pour vous donner une certaine idée de la finance aujourd'hui. On sait tous que tous les pays, de plus en plus, la plupart des grandes entreprises, et même la plupart des individus, sont dans des situations de dette. Nous nous endettons pour acheter notre frigo, notre voiture, notre maison. Nos États, nos collectivités locales se sont endettées pour plein de raisons, parce que parfois elles voulaient faire des investissements dans l'infrastructure, ce qui est en général intellectuellement une bonne manière de faire de la dette, c'est-à-dire que vous voulez construire une nouvelle route ou un nouveau système de transport public parce que ça permet d'avoir plus ou une plus grande efficacité dans le transport des gens, donc dans l'efficacité de leur travail, donc d'amener de la productivité, donc de générer plus de profits, donc plus d'impôts, donc de pouvoir rembourser cette dette relativement rapidement, et donc ça s'appelle l'investissement d'infrastructure, ça peut être rentable. Ça peut être dans une école, ça peut être dans l'éducation, généralement sur 20-30 ans, ce sont les meilleurs investissements qu'on peut faire pour un État, pour une collectivité locale, d'investir dans l'école. À partir du moment où vous donnez de l'argent, enfin je ne veux pas faire... je sais que vous êtes encore une fois ici dans un pays d'extrême droite, je ne vais pas trop critiquer, mais à partir du moment où vous donnez de l'argent à des gens non productifs, pour acheter des voies, et que c'est payé forcément par l'impôt de ceux qui sont productifs, c'est de la sélection naturelle inversée, donc vous arrivez à un système qui crée de la dette, non plus pour de la productivité, mais pour acheter de la paix sociale, ce qui peut fonctionner à un moment, mais à un moment ça ne marche plus. Et au-delà de ça, si on s'en retourner là-dedans, cette dette, elle va peser. Et cette dette, qui prête l'argent? Ce sont des banques, ce sont des fonds de pension, ce sont des institutions financières, en fait, des assurances qui gèrent Donc, en fait, quand vous financez chaque année votre assurance vie, ou que vous avez placé de l'argent, enfin vous avez posé de l'argent dans une banque, la banque a le droit d'utiliser une partie de cet argent pour le prêter, même elle ne va pas le faire de manière massive parce qu'elle a l'effet du multiplicateur de la réserve fractionnaire, qui est à 5% dans certains pays et dans d'autres à 1%. Ils ont le droit de garder 1% de votre argent et donc d'en prêter 99%. Multiplier ça par tous les gens qui ont posé de l'argent chez eux, ils peuvent prêter des sommes colossales. Ça leur coûte rien. Et donc ils prêtent aux collectivités, ils prêtent aux individus quand ils achètent une maison, etc. Très bien. Il y a un taux d'intérêt qui est basé là-dessus. Cette dette a tendance à croître parce que c'est facile. Parce que c'est beaucoup plus facile, notamment quand vous êtes une institution politique, de dire je m'endette maintenant pour 30 ans. 30 ans, je ne suis plus là. Les politiciens sont vieux déjà. On est encore dans des systèmes relativement avec des classes politiques assez anciennes en général. Donc en gros, on verra bien dans 30 ans. En attendant, votez pour moi, voyez, j'ai fait plein de trucs, je vous ai donné de l'argent, venez, machin, on verra bien plus tard. Puis finalement, c'est vrai que les 3 à 10%, ça dépend des années, de pourcent de taux d'intérêt avec lesquels on a souscrit la dette, plus ou moins on se débrouille, et si on ne peut pas payer, on va créer on va prendre de plus en plus de dettes pour les payer. Ok. Alors, le problème de ce mécanisme, c'est qu'il y a un moment où quelqu'un va venir avec la facture, en disant voilà, l'open bar c'est fini. Non, le service des intérêts de la dette, ça représente 20, 30, 40% de ton budget. On n'est pas con, hein, on est là pour gagner de l'argent, on n'est pas là pour te faire plaisir, cher État, chère institution, chère collectivité locale, chère nation. Donc, explique-nous un petit peu comment tu vas nous payer, parce que là, ça commence à faire cher. Bon, ça a été fait longtemps dans les pays du tiers-monde, et maintenant ça arrive chez nous. On est en train de rejoindre la plantation. Alors, prenons le cas de la Grèce. Donc, on sait que depuis leur entrée dans l'euro, finalement, ils ont une raison, ils se sont endettés à mort. Ils ont été encouragés de s'endetter à mort pour mettre en place des infrastructures assez étonnantes. Si vous allez en vacances en Grèce, vous voyez à Athènes, c'est une ville parfaitement moderne, alors qu'il y a 30 ans, c'était un petit peu vétuste. Bon, très bien, mais il n'y a pas eu que ça. Parce que le problème, c'est que c'est géré par l'État. Et l'État, c'est un organisme qui a tendance, comme tous les organismes vivants, à croître. Et plus il va générer de croissance, plus il va devenir gras, et plus il va devenir clientéliste. En gros, il va dire, en gros, si tu votes pour moi, je t'offre un job. Cher cousin, en Grèce, il y a aussi de ça.
C'est pas les seules raisons, mais les États ont tendance à grandir. Et tout organisme vivant ne se auto-saborde pas, c'est très rare. Et il faut vraiment prendre ça comme un organisme vivant. Et donc on grandit, on devient de plus en plus lourd, et on découvre plein de raisons pour lesquelles on devient indispensable. Ah oui, mais sans le tel fonctionnaire, dans tel département, et puis il faut des secrétaires, et puis il faut augmenter les salaires, et puis oulala, on devient de plus en plus grand, de plus en plus gros. Bon, c'était le cas en Grèce, c'est le cas en Belgique, c'est le cas en France, c'est le cas en Suisse, c'est le cas partout, c'est comme ça. Le seul moyen que l'État se réduise, c'est plus le payer. Et on va y arriver à ça. Je vais vous expliquer comment.